Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Acteur, comédien et comédien de doublage, c'est le premier invité de l'émission. De fait, il est le parrain de cette première année. L'instant Pur Cinéma reçoit pour le lancement de ses entrevues Stéphane Gaudin. Stéphane, merci infiniment pour votre présence. Réellement, c'est un honneur de vous accueillir. Vous inaugurez ce format, l'Instant Pur Cinéma, dédié à des entrevues exceptionnelles. Chaque mois, je reçois des invités incroyables, au parcours tous plus intéressants les uns que les autres. Vous avez un CV où chacun de vos rôles mériterait un podcast, mais avant toute chose, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Pas mal de boulot en ce moment. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Fin d'année chargée? Oui, parce que je suis au théâtre en tournée avec Laurence d'Arabie, qu'on a joué à Paris l'année dernière pendant 6 mois. Donc, les tournées théâtrales, on parcourt la France du nord au sud, de l'est, d'est en ouest. Jamais 2 ou rarement 2-3 jours d'affilée. Donc, ce sont des allers-retours un peu incessants. Entre ici Cambrai, le sud-ouest, Biarritz, le sud-est, partout. Donc ça, on part tous les 3-4 jours, 24 heures. Et puis des tournages, puisque j'ai encore un coroner à tourner c'est une petite série, une chronique sur YouTube. On y reviendra par la suite. Ouais, voilà, un peu de tournage cinéma là, et puis du doublage pas mal en ce moment, ouais. Parfait. Des vacances bientôt de prévues? On va partir 2-3 jours à Londres. Voilà. Très bien, on attaque avec la première partie. C'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. On a pu vous voir dans La Petite Femelle, série France Télévisions diffusée en février 2021, mais aussi dans Le Bureau des légendes sur Canal, au cinéma dans Chocolat, film de Roche Dizem avec Omar Sy, Red Sparrow de Francis Lawrence, J'accuse de Roman Polanski, aux côtés de Jean Dujardin, et alors, dans ce film qui fut pour moi mon coup de cœur et film de l'année 2019, Le Chant du Loup. Comment vous en êtes arrivé ici? Le Chant du Loup, c'est presque un hasard, j'allais te dire. En fait, j'ai été casté par le casting directeur, mais quand il a fait les essais, en fait, il a mélangé plusieurs rôles. Il y avait un capitaine de corvette, il y avait un commandant de ceci, de cela. Et en fait, pour faciliter le casting, la scène d'essai, ils avaient regroupé plusieurs rôles en un. Ce qui fait que quand j'ai passé le casting, on m'a dit il y aura 3-4 jours de tournage. Comme là, j'avais déjà 2 pages de casting. Je me suis dit c'est un rôle, pas important, mais voilà, un rôle qui va revenir. Et donc, j'ai fait le casting. J'ai été choisi par le réalisateur. Mais je me suis retrouvé avec un rôle finalement qui était beaucoup moins écrit que ce que j'avais fait, puisque en fait, il avait été divisé ou regroupé pour les essais. C'est-à-dire qu'on m'avait fait dire aussi le texte de, je sais pas moi, un commandant, un capitaine de corvette, un général ceci. Et en fait, j'avais moins que ce que je pensais. Mais
c'est pas grave, je trouve un très très bon premier film, un film de genre qui a été plutôt réussi. Donc, même si j'ai pas une grande partition dedans, je suis content d'y avoir participé. Totalement, moi je vous l'ai dit, c'est vraiment mon coup de cœur 2019. J'ai vu le film 5 fois. Je suis allé le voir 3 fois au cinéma, je l'ai vu une fois à la télé et une fois au calme chez moi avec ma copine, et on a vraiment kiffé le film. Et c'est vraiment un des films qui a grappillé au fur et à mesure des places dans mon cœur et qui fait partie sûrement du top 5. Je trouve que c'est vraiment, comme vous avez dit, un film de genre, un film presque un blockbuster français. Et il y a eu les moyens de mettre dedans, ça se voit à l'image. Je vous conseille aussi d'essayer de revoir ou de voir, si vous ne l'avez pas vu, L'Ordre et la Morale, dans lequel j'ai tourné, et réalisé par Mathieu Kassovitz, qui se passe sur les événements d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. C'est un super film qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, pour plein de raisons. Je ne vais pas les aborder ici, des raisons politiques, des raisons médiatiques, tout ça. Mais L'Ordre et la Morale de Kassovitz, c'est un très, très, très bon film. Voilà. Ok, eh ben je note, j'irai voir ça avec grand plaisir. Je vais pas vous mentir, quand j'ai préparé l'interview et que j'ai vu que vous aviez tourné dans le Chant du Loup, c'était impossible pour moi de voir où est-ce que vous étiez dans le film. Vraiment, je me suis repassé toutes les scènes et vraiment impossible de me rappeler. Et j'ai revu le film pour l'occasion. Je vous ai repéré dans une scène où il y a l'alerte au missile nucléaire et vous donnez la réplique à François Civil. Oui, absolument. C'est la salle des opérations, oui. Et je vous ai pas croisé à un autre moment dans le film, donc je suppose que c'est... Non, ce sont les seules scènes où on le voit, c'est dans la scène de la salle des opérations, au moment où il y a un peu la panique. Alors, vous avez aussi, entre autres, doublé William L. Peterson dans la série Les Experts. On retrouve votre voix dans de nombreuses séries, on pourrait en parler des heures. Vous avez notamment fait des voix dans 24 heures chrono, Blacklist, The Walking Dead. D'où vient cette passion pour le doublage ? À l'époque, quand j'ai commencé à faire du doublage, je faisais un peu de théâtre, j'avais 25-26 ans, et ma foi, les tournages, c'était peu fréquent, le théâtre, ça paye pas beaucoup, et le doublage, c'était, voilà, quelqu'un m'a parlé de ça, m'a présenté, et puis je suis allé assister à des séances de doublage dans les années 85, et j'ai trouvé ça très ludique, très amusant à regarder, en tout cas, je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire. Et puis voilà, petit à petit, j'en ai fait. Et ce qui m'a permis de gagner ma vie, les périodes où je ne jouais pas, où je ne tournais pas. Et puis surtout, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le doublage. On vous donne des personnages qu'on ne vous donnerait pas au cinéma ou au théâtre. Quand on vous connaît, quand on connaît votre humour, votre jeu. Voilà, au cinéma et au théâtre, on dépend quand même beaucoup de son physique. En doublage, beaucoup moins. On dépend d'une humeur. Et il m'est arrivé de doubler des petits gros nerveux. Et c'est très amusant parce que ça, ce sont des personnages qu'on ne me donnera jamais à l'écran ou au théâtre, tant que je ne suis pas petit et gros. Et récemment, vous avez remplacé Eric Herson Mackarel, qui remplaçait lui-même le regretté Patrick Poivet pour être la VF de Bruce Willis avant sa retraite anticipée suite à des soucis de santé. Comment avez-vous eu le rôle de doubleur de Bruce Willis ? Candidature spontanée ou vous étiez déjà repéré ? Vous savez, ça fait 35 ans que je fais du doublage, donc on me connaît un peu dans le métier. Et effectivement, quand Patrick Poivet, qui était un ami, est mort, s'est posé la question de qui allait le doubler. J'ai fait des essais. Herson Mackarel en a fait aussi, d'autres en ont fait. Herson Mackarel a fait dû en faire 2 ou 3. Moi, j'ai fait des essais auprès à la fois des clients, des chaînes. Et aujourd'hui, j'ai déjà doublé 12 films qui vont sortir sur des plateformes. Où j'ai doublé Bruce Willis sur les 12 derniers films qu'il a pu faire. Ce ne sont pas des grands rôles, ce ne sont pas des grands produits, mais c'est flatteur, voilà, on m'a fait confiance. Et hormis Studio Canal, qui, quand il y a un film de Bruce Willis, prend Herson Mackarel, tous les autres, c'est moi qui les fais. Et comment on se sent quand on doit succéder à Patrick Poivet, votre ami ? Aujourd'hui, ça va, mais c'est vrai que les premières fois, ça a été un peu compliqué parce que on a la tête de Patrick dans les yeux, on a sa voix, on a son jeu. Donc, j'avais un peu l'impression de faire quelque chose que j'avais pas le droit de faire.
Et puis voilà. Et puis j'ai essayé de pas penser. Je me suis dit, il faut pas faire du Patrick. Personne ne pourra faire comme Patrick Poivet. Lui, il était beaucoup plus dans l'humour vocal que moi. C'était sa façon de le faire. Moi, je suis un peu moins dans cette position-là. Je suis peut-être vocalement plus proche de Bruce Willis que lui ne l'était. Ma voix naturelle à moi est plus proche que celle de Patrick sur Bruce Willis. Et puis surtout, quand j'ai fait le premier, mon directeur artistique m'a dit, il faut que tu trouves la malice de Bruce Willis, parce qu'il a dans les yeux une malice, il a un recul, il a un deuxième degré dans l'œil. Ce qu'avait trouvé Patrick, mais lui, il poussait même jusqu'au 3e degré. Donc je me suis contenté de faire ce que je savais faire, d'essayer d'être juste, de coller à l'image, c'est-à-dire à l'humeur du personnage, à sa façon de phraser. Il est très laconique, il est très, voilà, il a un rythme qui n'est pas hyper rapide. Il faut essayer de coller à tout ça et coller à son humour, à son œil, comme on dit. On vous retrouve également au théâtre avec notamment, vous avez pu le dire, les pièces Laurence d'Arabie. Vous avez également fait Le bal du lieutenant Helt, Shakespeare ou encore Amphitryon de Molière. Ça vous a toujours plu le théâtre ? Oh bah oui, on commence ce métier, enfin moi en tout cas, mais pour la plupart de mes camarades, on le commence pour le théâtre, pour une scène, pour un travail en direct, sans filet. Donc c'est une adrénaline particulière. Et effectivement, c'est une émotion, le théâtre, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On vous retrouve également, et oui, parce que ce n'est pas fini, depuis 2018 sur la chaîne YouTube Chronique Fiction, dans le rôle du coroner. Oui. Ça change d'être sur YouTube ? Bah, non, ce qui change, c'est la perception que les gens ont de moi. C'est-à-dire que pour moi, je l'ai fait comme un produit de cinéma, tourné, puisqu'il y a une caméra, il y a moi, j'ai du texte, donc je le prends comme un tournage. Je pense que, étant d'une génération qui n'a pas connu Internet quand j'étais jeune, ni rien, on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir. Et c'est vrai que la chaîne YouTube de Chronique Fiction a aujourd'hui, je ne sais plus combien, 750 000 abonnés. Les vidéos font 1, 2, 2,5 millions de vues. C'est énorme. Moi, je ne me rendais pas compte, sauf que toutes les semaines, il y a quelqu'un dans la rue qui me dit « Ah, vous êtes le coroner, ah, vous êtes le coroner ». Il y a plus de gens qui m'ont vu dans le coroner sur YouTube que dans le Bureau des légendes, par exemple, qui est pourtant une série de Canal+, qui a très bien marché, qui est une des meilleures séries françaises depuis 25 ans. Complètement. Qu'est-ce qui a pu vous donner envie justement de vous lancer dans cette aventure sur YouTube ? Ah ben moi, je me suis lancé dans rien. Ce sont les réalisateurs qui m'ont contacté, ils m'ont écrit par mail, ils m'ont proposé de faire ça, ils m'ont montré ce qu'eux savaient faire, ce qu'ils voulaient. Et moi, je me suis dit, bah, ouais, ça m'amuse, ce personnage peut être sympa à faire. Comment je vais faire pour me l'approprier ? Ça va reposer sur mes épaules, puisque je suis tout seul. C'était un peu un challenge. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Mais je ne l'ai pas fait parce que c'était YouTube. On m'aurait dit, c'est pour la 5, pour Canal, pour France 3, c'était pareil. Moi, l'impact, je ne m'attendais pas à cet impact-là de YouTube. Voilà. Mais c'est sans doute l'avenir, que ce soit YouTube ou les plateformes, ou en tout cas Internet. On va pouvoir enchaîner avec la seconde partie, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Votre film préféré ? Les films de Bertrand Blier, des valseuses jusqu'à du fait froid, c'est mon style de cinéma. Votre actrice préférée ? Française ? Ou pas, peu importe. J'étais assez fan d'Adjani il y a quelques années. Voilà, c'est une comédienne qui a à la fois une présence, une folie, une singularité qui m'émeut et qui me touche. Elle est d'ailleurs dans le dernier film de Nicolas Bedos, Mascarade. Très très bon film et excellente prestation de Isabelle Adjani. Votre acteur préféré ? C'était Patrick Devers.
mais je mets aussi Gérard Depardieu, Vincent Lindon, qui est pour moi un des meilleurs acteurs français. Votre réalisateur préféré? Je trouve que Kassovitz a beaucoup de talent. Voilà. Après, j'aime beaucoup Ozon. On a quand même de bons réalisateurs et réalisatrices. Complètement, et de plus en plus ces dernières années. On peut voir une émergence de réalisateurs et de réalisatrices également, et c'est réellement plaisant. Oui, absolument. Vos dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? C'est ce film américain tiré d'une pièce française là, avec comment s'appelle cet acteur américain où il joue un gars qui a Alzheimer. The Phaser? Ouais, The Phaser. Ah là là. Totalement. Je crois que c'est la scène où il parle où il appelle sa mère, c'est bouleversant. J'ai lâché mes larmes aussi, hein, je vais pas vous mentir. C'est très rare au cinéma que je verse des larmes. Votre dernier film vu au cinéma? Le film égyptien. La conspiration du Caire? Non, ça c'est l'avant-dernier de ce réalisateur. Le dernier s'appelle... C'est la conspiration du Caire, oui. Son ancien, c'était Le Caire confidentiel. Oui, c'est ça. Oui, donc vous avez raison. C'est la conspiration du Caire. De Tariq Saleh. Ouais. Si vous pouviez redécouvrir ou découvrir un film au cinéma, ce serait lequel? Les films de Satyajit Ray, cinéaste indien des années 80. C'est du cinéma un peu contemplatif. Ça fait très longtemps que j'ai pas revu un film de Satyajit Ray. Et j'aimerais le revoir pour voir si aujourd'hui je suis sensible encore à ce cinéma-là. On va changer un petit peu du cinéma. Votre livre préféré? Belle du Seigneur, de Cohen. Il y en a plein. Crime et châtiment de Dostoïevski. Oh, il y en a. Je lis beaucoup. Votre musique préférée? Musique ou chanteur? On peut faire les deux. Musique, moi j'aime bien la musique classique, donc je dirais les concertos brandebourgeois de Bach. En musique, je suis un peu de la vieille école, mais si je devais emporter un répertoire sur une île, ce serait Brassens. Votre plat préféré? J'en connais plein. J'ai beaucoup voyagé depuis que je suis petit. J'aime tous les plats des pays du monde. Donc je veux un bon couscous, mais bien fait, je vais tomber. Un plat serbe, je vais tomber. Un plat chinois bien préparé, je vais tomber. Voilà, mexicain, j'aime tout quand c'est bon. Je suis pas un gros mangeur, je vais pas faire 30 km pour manger dans une auberge 4 étoiles, ça je m'en fous un peu. En revanche, j'aime tout ce qui est saveur, j'aime les plats qui ont de la saveur, qui sont, que je connais pas généralement, mais qui me ravissent, et j'ai pas besoin que ce soit un 4 étoiles. Comment occupez-vous votre temps libre, si tant est qu'il y en ait un petit peu? Il y en a, ça va être déjà d'aller au café, lire l'équipe le matin. Ça me prend une bonne demi-heure et j'aime bien regarder les gens. J'apprends mes textes au café. Donc, quand j'ai des textes à apprendre ou des choses à faire, du travail, je le fais au café. J'aime ça. De temps en temps, je vais voir une expo. De temps en temps, je vais voir un film. De temps en temps, je ne fous rien. Je me mets 2 heures devant la télé à regarder une série que je n'ai pas vue sur Netflix. Voilà. D'accord, très éclectique donc. Oh oui. Votre meilleur souvenir de doublage? J'en ai plein. William Petersen, Les Experts, c'en était bien. Le premier Bruce Willis, c'était bien. Là, je double Bryan Cranston parce que l'acteur français qui a doublé est décédé aussi. Et j'ai fait des essais, je l'ai récupéré sur 2 films qu'il a fait, sur une série Your Honor que je viens de commencer. J'adore cet acteur. Vous faites la saison 2? Oui, absolument, oui. Ouais. J'ai hâte. Voilà. J'ai hâte, la saison 1 était vraiment bien. On a commencé hier, voilà, c'est un scoop. Voilà, mais je pense que mes premiers doublages sont des souvenirs inoubliables. Je n'avais pas grand-chose à faire, mais ça me paraissait tellement compliqué Baby Boss, c'est un bon souvenir de doublage. On continue, je ne sais pas s'il y en aura d'autres en dessin animé, mais je me dis que j'ai fait du chemin entre Embrasse-moi Lucille, qui était un dessin animé des années 85, 90, et puis Baby Boss aujourd'hui, où je faisais d'autres doublages, où je faisais des bonjour monsieur, bonjour madame, aujourd'hui effectivement Bryan Cranston, Bruce Willis,
Sander Berkeley, voilà, des gens comme ça. J'ai tourné pour Lajli, je suis ravi, celui qui a fait Les Misérables. Je viens de tourner avec Ahmed Silla sur un long métrage. Je fais avec tous ces gens-là des choses que je ne faisais pas avant. Et en fait, à chaque fois que je vais travailler, ce sera mon meilleur souvenir. Voilà, c'est celui que je vais faire demain. Et enfin, pour terminer, votre meilleur souvenir de tournage? L'Ordre et la morale, qu'on a tourné à 1 heure de vol de Tahiti sur un petit atoll de 13 km², avec des gens du coin, des gens de Nouméa, puisque bon, on ne pouvait pas tourner à Ouvéa, qui est en Nouvelle-Calédonie. On a tourné à côté de Tahiti, où les gens ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y avait sur cette petite atoll, il y avait des Tahitiens, il y avait des Français de Tahiti, il y avait des Calédoniens, des Caldoches. Voilà, il y avait une population très hétéroclite sur un petit bout de terre où il y avait normalement une centaine de personnes. On était tout d'un coup 300 dans un atoll paradisiaque. Je suis resté là-bas presque 3 semaines. C'était magique. On va pouvoir enchaîner avec la 3e partie, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. On peut vous retrouver donc actuellement sur la chaîne YouTube Chronique Fiction, créée par Mike Zonenberg et Fabio Suarez, que l'on salue s'il passe par ici. Série YouTube dont vous portez le rôle du coroner, où vous autopsiez les morts cultes du cinéma, Le Roi Lion, Star Wars, Pulp Fiction, Game of Thrones, Breaking Bad et encore plein d'autres. Puis le format se développe avec L'Avocat, interprété par Jean-Luc Guizon, et très prochainement, j'ai reçu le mail de fin de tournage, Le Prédicateur, tournage sur lequel vous vous êtes rendu avec Jean-Luc, sans trop en dire parce que, et vous peut-être même pas trop le droit d'en parler. Comment c'était? Décor, ambiance? Je suis allé effectivement faire un saut pour saluer le comédien qui fait le prédicateur, que je connais. Il se trouve que je le connaissais, je ne savais pas que ce serait lui, mais c'était, voilà, je le connais. Donc j'ai été faire un petit coucou sur le tournage. Ce que je peux dire, parce que ça a été dit dans diverses choses, c'est qu'il y a un décor qui reconstitue une église, en tout cas un endroit comme ça. Et puis, voilà, il y aura de la figuration. Et je crois que ça va être un personnage très intéressant. Voilà. Oh oui, il y a de fortes chances, oui. Ça donne envie, en tout cas. Les mails qu'on reçoit de l'avancée du projet sont vraiment hyper intéressants. Ouais. Avez-vous d'autres projets prévus actuellement pour 2023, des tournages? On sait que vous avez la tournée pour Laurence d'Arabie. Voilà, la tournée de théâtre, le film de Lajli, qui va commencer là, mi-décembre. J'ai des jours en décembre et en janvier. Tu sais, quand on fait une tournée, on va avoir plus de 40 dates entre janvier et juin. Ça veut dire qu'on part tous les 3-4 jours. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir tourner. Voilà. Donc, je ferai du doublage entre mes dates de tournée. Et puis, j'attendrai un peu plus tard pour recommencer des tournages cinéma ou télé. Eh ben, on a hâte en tout cas de vous retrouver. On va jouer ensemble, c'est l'heure de la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va se faire un petit jeu, ça va être très rapide. Je n'ai rien inventé parce que c'est un jeu qui existe déjà, voilà, ça s'appelle Focult, c'est un jeu de cartes. C'est très simple, ce sont des cartes sur lesquelles sont écrites de réelles critiques de films trouvées sur internet. Le but du jeu, c'est de trouver de quel film ça parle. C'est ok pour vous? Je vais être très mauvais. Il n'y a pas de souci, il y a des indices et de toute façon j'ai sélectionné des très simples, vous allez voir. Ce film est long, très long, beaucoup trop long. L'intervention salutaire mais trop tardive de l'iceberg nous fait regretter qu'un anachronique sous-marin n'ait pas eu la bonne idée de torpiller le bateau au port. Oh, je dirais Titanic. C'est ça, un petit peu facile pour commencer. Oui, merci. On enchaîne. En gros, c'est l'histoire d'un royaume dirigé par une famille royale et autoritaire tombée en déliquescence après la mort accidentelle du roi. Game of Thrones. Non. Okay. Le frère du roi instaure alors une dictature communiste à l'aide d'immigrés exploités et rejetés par la famille royale depuis des années. Baby Boss.
Non, ça pourrait. Non, je sais pas. C'est un film d'animation des studios Disney, sorti en 94. C'est pas Le Roi Lion. C'est ça, exactement, Le Roi Lion. Eh ben voilà. Et enfin, la toute dernière, j'enlève 1 étoile pour la gonzesse qui se prend pour Rocky, 2 étoiles pour ce stupide accident de tabouret, et encore 2 pour le mélodrame de bas étage qui s'ensuit. Alors, si c'est ce à quoi je pense, avec cette fille boxeur, là, $1 Million Baby. Exactement, c'est ça. Bah, je vous trouve un peu dur parce que je trouve que le film était bien et elle était particulièrement bien et crédible. Et j'avais été plutôt séduit par le film, personnellement. Je trouve la critique un peu dure. Ah, je vous rejoins totalement, et c'est pas moi qui les écris, c'est vraiment un vrai jeu qui écrit. Oui, j'ai compris. Un jeu de cartes. Et ben voilà, c'est un 3 sur 3. C'est beau. Félicitations. Il est déjà l'heure de se quitter, c'est l'heure de la 5e et ultime partie, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci. Faut écouter. Je souhaite vraiment vous remercier une nouvelle fois, vous remercier infiniment pour avoir fait l'opening de ce format. Merci également à tous nos auditeurs pour votre écoute. N'hésitez pas à noter ce podcast sur votre plateforme préférée. En tout cas, je souhaite longue vie à votre podcast. Et merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité à témoigner avec vous. Merci beaucoup, merci à vous. Merci vraiment pour votre confiance et votre rapidité, parce que c'est vrai que ça a été, le contact a été assez vite pris et c'est un vrai plaisir, vraiment. Bah écoutez, c'est gentil, mais moi j'aime bien les gens qui font des choses, qui ont des projets, qui se lancent, c'est très bien. Voilà, il faut les aider, les encourager, et bravo, c'est bien. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, Stéphane, à vous souhaiter une bonne continuation, une excellente année 2023, pleine d'aventures, de réussite, même si on n'en doute pas. Je vous dis à très bientôt, je l'espère en tout cas. Mais écoute, merci beaucoup, merci Jean-Charles, avec plaisir. Au revoir à toi et bonne fête.